secrets des pères fondateurs des États-Unis se cachent sous les rues de grandes mégalopoles américaines, comme Boston et Philadelphie. Des secrets qui ont permis de renverser un empire et de fonder une nation. Depuis près de 2 siècles, ils sont restés enfouis sous terre et ont sombré dans l'oubli. Mais les indices qui subsistent sur cette période obscure ont tous une chose en commun. Ils lient les plus hauts faits de l'histoire américaine aux membres d'une communauté secrète et insaisissable. Cette communauté, c'est celle des francs-maçons. Des sous-sols de Philadelphie à ceux de Boston, leur univers confidentiel a changé le visage du monde. Aujourd'hui, nous allons mettre au jour les secrets qu'ils ont enfouis. Les francs-maçons étaient impliqués à de nombreux niveaux de la Révolution américaine. Selon certains, leur influence sur la Constitution des États-Unis était telle que l'on peut qualifier la naissance de la nation américaine d'expérience maçonnique. Les origines de la franc-maçonnerie restent mystérieuses. On sait cependant qu'au Moyen-Âge, elle était constituée d'un cercle très fermé de maîtres artisans qui transmettaient leur savoir-faire en matière de construction aux seuls membres de la confrérie. Mais pour des raisons encore mal connues, les francs-maçons d'Écosse ont commencé à admettre des profanes. La fonction purement structurale des bâtiments s'est alors enrichie d'une dimension symbolique. Lorsque les premiers francs-maçons sont arrivés dans les nouvelles colonies, ils ne se sont pas contentés de construire des édifices. Ils ont entrepris de bâtir une nation ville après ville. L'un des plus célèbres se nomme Paul Revere. Comme de nombreux citoyens de Boston, il a refusé de se soumettre à l'autorité britannique de l'époque. Cela a contribué à allumer les feux de la Révolution. En avril 1775, la tension entre l'Empire britannique et les colonies américaines est à son comble. Les patriotes américains utilisent les rues étroites et les passages souterrains du nord de Boston pour opérer en secret. Mais quand ils apprennent que l'armée britannique marche sur eux, ils doivent faire appel à une très ancienne fraternité. Les francs-maçons ont donné un nouveau sens à la notion de monde souterrain. Les miliciens de cette communauté opéraient clandestinement, tout en menant des actions militaires au grand jour. Mais avant de descendre sous terre, je dois prendre de la hauteur. Le clocher de Old North Church était autrefois le point le plus élevé de Boston. Culminant à une 60aine de mètres, le beffroi de l'église était un lieu stratégique. Tous les conspirateurs maçonniques pouvaient dominer la ville. Révérend Ayers. Bonjour, bienvenue à Old North Church. Merci. Le pasteur Stephen Ayers a accepté de m'emmener à l'endroit même où le plan des francs-maçons a été mis à exécution. Suivez-moi jusqu'au carillon. Le 18 avril 1775, vers 10 h du matin, Robert Newman, franc-maçon et gardien de l'église, allume 2 lanternes au sommet du clocher. Le signal indique que les Britanniques se dirigent vers le dépôt de munitions de Concorde. De son côté, Paul Revere est en route pour Lexington, afin de prévenir John Hancock et Samuel Adams. Nous y voilà. Magnifique! C'est donc ici que tout a commencé. La vue est très belle d'ici. Ah oui, c'est superbe. On a une vision à 360 degrés sur Boston. C'était le point le plus élevé à l'époque coloniale. John Hancock et Samuel Adams étaient les meneurs de la rébellion. Ils vivaient dans la clandestinité hors d'atteinte des Britanniques. Ils avaient tissé des liens étroits avec les révolutionnaires, car les 2 hommes étaient eux aussi des francs-maçons. À Boston, l'indépendance américaine a été orchestrée pendant les tenues maçonniques et dans les arrière-salles des tavernes. Les francs-maçons ont utilisé le beffroi pour servir la cause de la Révolution. Mais cette église a aussi une histoire souterraine à livrer, comme me le confie le révérend Ayers. Maintenant que nous avons vu le clocher, je vous emmène voir la tombe. Sous cette église se cache un monde macabre, dont peu de gens soupçonnent l'existence. Comme l'indique l'écriteau, attention à la tête. C'est plein de tuyaux ici. D'accord. Nous sommes dans la crypte. Nous sommes dans la crypte. Plus de 1100 corps ont été entassés dans une 40aine de tombes, toutes classes sociales confondues. Certains défunts ont été tués à la bataille de Bunker Hill pendant la guerre d'indépendance. Patriotes, sujets du roi et francs-maçons étaient tous inhumés côte à côte.
Bien que la crypte soit assez vaste, l'abondance des corps rendait l'atmosphère irrespirable. Les conditions d'hygiène laissaient à désirer. Dehors, vous verrez que des deux côtés de l'église, la base des murs est parcourue des vents. Ils ont été installés pour aérer le sous-sol. Imaginez l'odeur des corps en décomposition par une chaude journée d'été. Au fil des siècles, plus d'1 millier de dépouilles ont été déposées dans ces lieux. Parmi elles, celles des francs-maçons qui ont emporté leurs secrets avec eux. Mais selon le révérend Ayers, cet espace souterrain n'a pas été conçu initialement pour accueillir des tombes. Les tombes ont été aménagées progressivement. L'endroit n'était pas conçu pour. À l'époque coloniale, le quartier nord de Boston était truffé de tunnels de contrebande. Il fallait déjouer la surveillance des collecteurs d'impôts. La rumeur prétend même que du sommet de ce clocher, les contrebandiers indiquaient à leur bateau quel quai rejoindre. Ils pouvaient ainsi décharger leur cargaison dans un de ces tunnels clandestins avant que les percepteurs ne leur tombent dessus. Nous pensons que les galeries qui menaient jusqu'à cette crypte ne sont pas loin. Depuis, la plupart de ces souterrains ont été obstrués ou se sont effondrés. Mais le révérend Ayers me donne un aperçu de l'étrange cargaison de contrebande qui transitait par ces galeries. Ces anges sont le présent d'un fidèle à l'église, le capitaine Thomas Grucci. Cet homme exerçait parmi d'autres activités celle de corsaire. Il vivait à quelques pas d'ici et sous sa maison, il y a un de ces tunnels de contrebande. Qui dit corsaire dit naturellement pirate patenté. Ce qui signifie que ces anges sont des objets volés. Un butin de pirate dans cette église? On ne peut rien vous cacher. Un pirate a donc emprunté ces couloirs souterrains pour faire transiter son butin à travers les fondations même de cette église. Mais comment connaissait-il l'existence de ces tunnels? Le pasteur Ayers m'a dit qu'un des riverains qui habite en face de l'église a un tunnel de contrebande sous sa maison, qui date de l'époque de la Révolution. Il aurait appartenu au pirate qui a fait don des angelots à l'église. Allons voir ça de plus près. La maison de Sonny Mirabella n'est séparée de l'église que de quelques rues. Les rumeurs au sujet de tunnels ayant servi aux francs-maçons, pirates et autres casseurs de banques vont bon train dans le voisinage. Et la présence d'un passage scellé dans la cave de Sonny ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Sonny! Oui. Don Wildman. Bonjour. Le révérend Ayers m'envoie. Comment allez-vous? C'est gentil de m'accueillir. Sonny va droit au but. Faites attention à la marche, c'est un vieux bâtiment. D'accord. Il me mène directement au sous-sol. C'est la cave? Oui, nous y sommes. Voilà le tunnel. Ah, c'est le mur. C'est la brique d'origine, la même que celle de l'église. Le type qui a fait don des anges à l'église? Le capitaine Grucci. Il a vécu dans cette maison? Oui, sa marchandise venait des quais. C'était un grand contrebandier. Un vrai voleur. Les tunnels du quartier nord sont plus qu'une légende urbaine. D'aucuns prétendent que presque toutes les caves de la vieille ville ont une issue qui mène à ce réseau souterrain. Si de nos jours, ils ne permettent plus d'accéder au sous-sol de Boston, ces passages secrets ont certainement servi durant une bonne moitié du XXe siècle. 11 malfaiteurs ont dévalisé le fourgon qui transportait les caisses blindées du siège d'un constructeur automobile, emportant un butin avoisinant les 2 millions d'euros. Le casse parfait. Les forces de l'ordre ont passé le secteur au peigne fin pour retrouver l'argent. Et notre ami Sonny est même devenu un suspect. C'est une histoire vraie. On a frappé à ma porte comme vous l'avez fait. J'ai ouvert à 2 grands gaillards. Je leur ai dit « Je peux vous aider ?» Ils m'ont répondu « Nous sommes du FBI ». Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient et ils m'ont dit qu'ils voulaient voir le tunnel. « Comment savez-vous que j'ai un tunnel ?»« On sait tout » m'ont-ils répondu. J'aurais précisé qu'il avait été scellé, mais ils voulaient voir. Ils ont vu. Je demandais « Vous savez qui a fait le coup ?»« Non » m'ont-ils dit. Alors j'ai dit « Je croyais que vous saviez tout. » Vous ne faites plus de contrebande alors? Non, j'ai raccroché depuis longtemps. Le FBI finira par arrêter les 11 complices du casse de la Brinks. Mais le magot a disparu à tout jamais, quelque part dans les entrailles de Boston. Du butin des malfaiteurs, au trésor de pirates du capitaine Grucci, en passant par les quartiers clandestins de Paul Revere et des francs-maçons, le sous-sol de Boston cache de nombreux secrets. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises.
Je suis à Philadelphie, point de départ de la Révolution américaine. À l'origine, cette nation a été bâtie par des rebelles, des marginaux et autres membres de communautés secrètes, comme les francs-maçons. Mais alors, comment cette plèbe de patriotes a-t-elle pu vaincre l'empire le plus puissant du globe? Il n'y a qu'un endroit où trouver des éléments de réponse, le monde souterrain. Mais avant de me rendre sous terre, je dois rencontrer un personnage qui m'a fait l'honneur de m'accorder un entretien. Comme Benjamin Franklin en son temps, Ronald Ongst est grand maître de la franc-maçonnerie. Grand maître? Bonjour. Comment allez-vous? Soyez le bienvenu. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Quel immeuble! Le temple est un bâtiment impressionnant, l'un des plus atypiques de Philadelphie. Il est recouvert de symboles maçonniques. Mais la franc-maçonnerie et sa symbolique ont dépassé depuis longtemps le cadre des murs des grandes loges. L'œil de la connaissance apparaît même sur le billet de 1 $, à côté d'un membre illustre de l'ordre, le président George Washington. Les symboles que sont l'œil ou le compas sont présents aux 4 coins des États-Unis. Mais les rites d'initiation à la fraternité sont secrets. Ce n'est qu'une pratique, aussi secrète soit-elle. Ça n'est pas très différent d'un baptême à l'église. Mais cette pratique se déroule exclusivement sous l'œil des francs-maçons. Et elle les lie au premier temple de Salomon. Le maître d'œuvre de l'édifice se nommait Hiram Abif. C'était un maître maçon dont le savoir-faire suscitait la convoitise de ses 3 apprentis. Ces derniers complotèrent dans le but d'obliger Hiram à leur confier ses secrets. Les 3 hommes exigèrent qu'il leur livre des informations confidentielles. Chaque fois qu'Hiram refusait de se soumettre, l'un des apprentis lui assénait un coup sur la tête. Le 3e fut fatal. Aujourd'hui, la mort d'Hiram est reconstituée lors du rite initiatique de grand maître. Mais après la mort symbolique, le profane est ressuscité par le pouvoir de la griffe du maître. La griffe est une poignée de main secrète que connaissent tous les francs-maçons contemporains. Les francs-maçons sont liés à la Bible, mais aussi, semble-t-il, aux Templiers. Au Moyen-Âge, à l'époque où cet ordre constitué de puissants croisés chrétiens était persécuté, ses membres ont fui vers l'Angleterre et l'Écosse. Ils auraient alors survécu dans la clandestinité, devenant maçons pour cacher leur véritable identité. Certains affirment que les francs-maçons détiennent toujours le Saint Graal, que les Templiers ont emporté avec eux en Écosse. On compte aujourd'hui plus de 4 millions de francs-maçons à travers le monde, dont 2 millions aux États-Unis. Une fraternité exclusive qui inspire et déconcerte toujours les profanes. Il existe 3 degrés dans la franc-maçonnerie. Apprenti, compagnon et maître. Il en était de même dans la hiérarchie des bâtisseurs de temples. Nous ne faisons que transposer la culture de l'époque à la nôtre. Aujourd'hui, au lieu de bâtir des temples, nous construisons des hommes. Il y a 230 ans, George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock, Paul Revere, des hommes construits par les francs-maçons, étaient les artisans de la Révolution américaine. Philadelphie était la capitale des colonies dissidentes et donc une cible prioritaire pour les Britanniques. Afin de prévenir toute attaque, les chefs de l'époque ont sollicité le concours de 2 célèbres francs-maçons. George Washington a été nommé général de l'armée continentale et Benjamin Franklin chargé d'organiser les défenses de la ville. Ainsi, lorsque les Britanniques ont attaqué, les rebelles étaient prêts. Avant d'être des rebelles, les francs-maçons étaient des bâtisseurs. Et peu de gens savent qu'ils ont contribué à la construction d'un célèbre fort de la guerre d'indépendance, le fort Mifflin. Tout a commencé lorsque Benjamin Franklin s'est vu confier la tâche d'achever la construction d'une forteresse destinée à défendre Philadelphie contre l'offensive ennemie. Aujourd'hui, le site jouxte l'aéroport de la ville. Les archéologues eux-mêmes n'avaient aucune idée de ce que cachaient les environs. Pour la première fois, des caméras ont été autorisées à filmer ce lieu tout récemment découvert, qui constitue une partie importante de l'histoire américaine. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour. Enchanté. Merci d'avoir accepté. Je retrouve Lee Anderson et Andrew Fearon, le tandem d'experts qui a récemment contribué à exhumer un autre monde sous le fort Mifflin. Leur découverte est si récente que je suis l'un des premiers à pouvoir visiter les lieux. Cet endroit est incroyable, N'est-ce pas? On ne voit rien de l'autoroute. Le secret le mieux préservé du pays. Le fort Mifflin a changé le cours de la guerre d'indépendance américaine. La bataille mémorable qui s'est déroulée en ces lieux a permis de tenir la flotte britannique en respect à l'embouchure du fleuve, donnant ainsi le temps au général Washington et à ses troupes de se regrouper à Valley Forge. Mais ce fort porte aussi un secret, et il est enfoui sous terre.
Comment avez-vous découvert cet endroit? En fait, le chef de chantier était en train de passer la tondeuse. Et une partie de la terre s'est affaissée et le sol... Ici? Oui, le sol s'est dérobé. Il y a un réseau de tunnels là-dessous? Oui. Grâce à l'intervention anodine d'une tondeuse à gazon, cette portion inconnue du fort Mifflin a été mise au jour après avoir été enfouie pendant plus de 230 ans. La découverte est si récente que personne ne sait encore ce qui s'est passé dans ce sous-sol, ni comment il a pu rester intact et caché si longtemps. En gros, il y a un trou là-dessous qui mène à l'entrée de ce que nous appelons la casemate numéro 11. Vous ne soupçonniez pas son existence? Pas le moins du monde. La casemate numéro 11 se trouve sous le fort Mifflin d'origine. À l'époque où les francs-maçons fomentaient la sédition dans les casernes en surface, ils entreposaient leurs munitions dans cette cage souterraine. Mais ce n'est pas tout. On peut soulever la planche? Oui, si vous me donnez un coup de main. On va le mettre là. Les archéologues ont à peine commencé à déblayer les gravats. Regardez-moi ça! Attention à la marche. Mais s'ils continuent à creuser, la casemate 11 pourrait bien constituer un monde souterrain destiné à approvisionner en munitions les casernes situées en surface. Mais cette cache est plus qu'un simple dépôt. Elle a par la suite été convertie en prison pour les grands criminels américains et pour les prisonniers durant la guerre de sécession. Sur le ventre? Ouais. C'est parti! Ça s'ouvre carrément. Ouais. C'est formidable. Personne ne peut encore affirmer avec certitude à quoi servait cette pièce. Mais voici une hypothèse. La prison daterait de la conception originale du fort, en 1771. Il existe 5 salles souterraines, toutes étayées par des voûtes en briques. Ces salles étaient initialement prévues pour stocker des munitions. Par la suite, on a couvert ces pièces de terre pour défendre le fort contre les attaques ennemies venues du fleuve. Pendant la guerre de sécession, ces entrepôts de munitions ont été transformés en prison. Mais à la fin du conflit, le remblai a recouvert l'accès et la prison a sombré dans l'oubli. Nous allons passer de ce côté. Vous allez voir des inscriptions sur la droite. Les prisonniers qui purgeaient leur peine ont laissé ces inscriptions. Elles sont restées intactes depuis la fin des années 1860. C'est incroyable. Que disent-elles? Ah oui, là. Ce sont les noms de certains prisonniers. On dirait des graffitis. Ici, on lit Bernard, compagnie d'Evon, 81e de cavalerie. À quand remontent ces inscriptions? Certaines sont datées. Celle-ci, par exemple, est datée de 1864. Je lis. Henry Bradley, juillet 1864. Il y en a d'autres par là. Nous sommes parmi les rares personnes qui ont vu ces inscriptions depuis la guerre de sécession. Absolument. C'est incroyable. Mais il y a mieux. Une inscription témoigne de l'existence sinistre que menaient les prisonniers dans ces geôles. Attendez, il faut que vous voyiez ce qui est inscrit là. C'est parfaitement lisible. Fuis ce lieu, ô homme, qui que tu sois. La bonté te rend heureux. Apparemment, il avait compris la leçon. Et là, on dirait un décor de cinéma. Il est en parfait état. N'oubliez pas que ce bois n'a jamais vu la lumière du jour. Il n'a jamais d'éteint, c'est vrai. Il a traversé le temps. La finition de ce grillage est d'une qualité surprenante. Oui. Il ne s'approvisionnait pas à la droguerie du coin. Ça, non. C'est fascinant. Près d'un siècle après avoir été achevé avec l'aide de Benjamin Franklin, grand maître de la franc-maçonnerie, le fort de Mifflin a servi de prison pendant la guerre de sécession. Pour les déserteurs, les prisonniers de guerre et les assassins, ces couloirs étaient ceux de la mort. Voici donc la cellule qui semble avoir accueilli William Howe. William Howe n'était pas un prisonnier ordinaire. C'était un soldat de l'Union pendant la guerre de sécession. Un héros qui s'est rallié aux troupes et a fait honneur à son drapeau lors de la bataille de Fredericksburg. Mais en dépit de son courage, les nordistes furent défaits. William Howe et un millier d'autres soldats perdirent leurs illusions et désertèrent les troupes de l'Union. Vers la fin du conflit, la désertion était devenue un problème majeur et l'armée dut y remédier. Howe servit d'exemple. Au terme de 3 semaines de captivité dans les sous-sols du fort Mifflin, il fut pendu dans la cour de la prison.
Il est le seul prisonnier de Fort Mifflin à avoir été exécuté pendant la guerre de sécession. L'ironie, c'est que les geôles souterraines du fort ont été découvertes 142 ans jour pour jour après la pendaison de William Howe. Nous savons que William Howe a gravé son nom ici. Un autre graffiti intact. W.H. Howe. C'est le nom du prisonnier qui a été pendu dans la cour de la prison. Oui. Ça fait quelque chose, hein? Par un incroyable concours de circonstances, Andrew et Lee sont tombés sur les fondations du fort des francs-maçons, enfouis sous terre. C'est un petit indice sur les premiers pas de cette communauté secrète. Une communauté qui, au propre comme au figuré, a contribué à bâtir la nation américaine. Pour qu'un groupe de rebelles puisse défier l'armée britannique, il faut des hommes et des moyens financiers. Les francs-maçons disposaient des deux. L'argent permit à Benjamin Franklin d'achever les défenses de Fort Mifflin. Aujourd'hui, le site n'est qu'à quelques pas de l'aéroport de Philadelphie. Mais il y a plus de 2 siècles, cette forteresse était un bastion de la guerre d'indépendance américaine. C'est incroyable. J'ai eu le privilège d'être l'un des premiers visiteurs de la plus récente découverte effectuée sous le fort. Mais ces sous-sols cachent d'autres secrets. C'est ici même que 400 patriotes volontaires ont tenu tête aux troupes britanniques durant plus de 5 semaines. Mais comment y sont-ils parvenus? Comment ces patriotes ont-ils survécu si longtemps aux tirs de barrage de l'artillerie ennemie? La réponse est enfouie sous terre. C'est la plus grande des 6 salles. Nous sommes 3 mètres sous terre. Je n'en reviens pas. Ces travaux datent du XVIIIe siècle. Fin 18e, oui. Elle servait de caserne pour 120 hommes en cas de siège. Ces casernes ont été bâties pour durer. Mais ce sont les Britanniques qui en ont posé la première pierre. Lorsqu'ils ont entrepris la construction du fort destiné à protéger leur plus grande ville coloniale, ils n'imaginaient pas que quelques années plus tard, le fort Mifflin serait entre des mains ennemies, ou francs-maçonnes. Tout s'est joué en 1776, au cœur de la guerre d'indépendance. Sous le commandement de Benjamin Franklin, les colons ont repris la forteresse. L'Amérique était prête pour la guerre, et le fort Mifflin les aiderait dans leurs tâches. L'épaisseur des murs d'enceinte varie de 2 à 3 mètres, ce qui permet à la structure de résister aux boulets des navires britanniques tirés depuis la baie. Ces murs ont subi le bombardement le plus intensif de l'histoire nord-américaine. Lors de ces pilonnages, les salles dans lesquelles nous nous trouvons remplissaient une fonction essentielle. Ces casernes servaient d'abri pendant les bombardements. Oui, les soldats venaient certainement se réfugier ici pendant les pilonnages intensifs de 1777. Ah oui, je comprends. On est pratiquement à l'intérieur des murs. C'est un lieu sûr. À l'époque, les boulets de canon n'explosaient pas. La plupart des projectiles étaient pleins et ne traversaient pas les murs. Et grâce au génie des colons, il n'était pas simple d'accéder au fort. Leur première ligne de défense était constituée de pièges immergés au fond de la rivière. Des caissons en bois d'une dizaine de mètres de large, armés de pieux en fer, étaient lestés d'une trentaine de tonnes de pierres et coulés au fond du fleuve. Le but de cette ligne de défense était de percer la coque des bateaux de l'armada britannique. Le fort constituait la seconde ligne de défense. Après être tombé entre les mains des colons, les murs de 3 mètres d'épaisseur ont été renforcés. Le dessin du fort semble s'inspirer d'un pantographe, un instrument qui sert à agrandir un dessin ou une figure. Les côtés des remparts forment des angles utiles qui permettent aux troupes de disposer d'une grande portée de feu. Mais d'autres rumeurs pourraient justifier la forme atypique du fort. Le pantographe est également lié aux symboles francs-maçons, que sont le compas et le carré. Se pourrait-il que le gouvernement à forte tendance maçonnique, qui a commandé les travaux de Fort Mifflin, ait voulu faire passer un message? Certains affirment que ce pantographe ne laisse planer aucun doute quant à l'obédience de ceux qui ont bâti la ville de Philadelphie et la future nation américaine. Car les francs-maçons ont laissé d'autres empreintes. Certaines théories leur attribuent des repères dans la ville de Washington.
L'intersection de 5 artères principales forme un pentagramme, la Maison Blanche occupant la pointe sud de la figure. Cet emplacement se rattache à une autre symbolique maçonnique, le compas et le carré, une forme identique à celle de Fort Mifflin. Le Capitole étant situé à la charnière de ce compas. Mais que se passait-il réellement dans ces salles? À quoi servaient ces ouvertures? Ce sont des meurtrières. Vraiment? Elles donnent dehors. Ah oui, et il y en a partout. Il était difficile de tirer à travers. Certainement. Il ne fallait pas qu'on puisse tirer de l'extérieur. Ils n'auraient pas gagné une bataille ici. Non, ils attendaient que ça passe. Ouais, je comprends. Il y a 2 siècles, 400 hommes ont vécu entassés dans cet abri pendant plus d'1 mois. Il gelait et les vivres manquaient. Quant aux conditions de sommeil, elles étaient tout aussi déplorables. Ils faisaient cette taille en moyenne? Absolument. Ils étaient petits à l'époque? Non, c'est une idée reçue. Ah bon? Leurs pieds dépassaient? Ils dormaient adossés. Vraiment? Oui, ils pensaient que c'était meilleur pour leur santé. Non, sans blague. Oui, ce n'est que vers le XXe siècle que les gens ont commencé à dormir à plat. Êtes-vous la seule personne du pays à savoir ça? J'apprends plein de choses ici. En résistant à l'assaut britannique, le fort Mifflin a changé le cours de la guerre. Mais cette place forte n'est qu'une partie de l'héritage que les francs-maçons ont laissé sous Philadelphie. À quelques kilomètres de là s'étire un dédale de couloirs dont peu de gens soupçonnent l'existence. Vers la fin du XVIIIe siècle, Philadelphie est en plein essor. C'était la plus grande ville du pays, d'où le besoin impératif de disposer d'une source d'eau douce. La solution que les urbanistes ont élaborée est une merveille d'ingénierie. Aucune autre ville du monde n'avait développé un tel réseau de distribution d'eau depuis la Rome antique. Philadelphie était la ville de l'un des plus célèbres francs-maçons américains, Benjamin Franklin. Comme nombre d'autres membres de cette communauté, c'était un homme riche et puissant, déterminé à user de son pouvoir pour rendre Philadelphie plus belle. Il légua notamment 1000 livres à la municipalité, exigeant que cette somme soit en partie consacrée à la construction d'une usine de distribution d'eau. Le réseau d'eau douce qui a permis à Philadelphie d'atteindre sa taille actuelle n'est pas l'œuvre du seul grand maître, Benjamin Franklin. Il a également été conçu par un autre membre de cette fraternité, Benjamin Latrobe. Latrobe avait déjà travaillé à l'édification de la Maison Blanche et du Capitole. Mais c'est son réseau d'adduction d'eau à Philadelphie qui a permis de révolutionner le fonctionnement des villes. Ce système de distribution d'eau vieux de 2 siècles est toujours visible sous la chaussée. Je retrouve Ed Gruszewski, un expert du réseau de distribution d'eau de Fairmont. Quelle vue! Oui, c'est l'endroit idéal pour voir l'ensemble du site. Pendant la majeure partie du 19e siècle, Fairmont Water Works était la station de pompage la plus importante de Philadelphie. Frédéric Graft, l'apprenti de Latrobe, a conçu le réseau de Fairmont Water Works en 1805, améliorant celui de Latrobe qui ne pouvait plus assurer les besoins de Philadelphie. Ed m'emmène dans les entrailles du bâtiment grâce auquel, il y a encore une centaine d'années, Philadelphie était alimentée en eau. Un voyage dans le temps, 2 siècles en arrière. Les vestiges de ce réseau, très en avance sur son époque, sont encore présents. Le bâtiment dans lequel nous pénétrons disposait à l'époque de 3 turbines gigantesques. Elles commandaient les pompes qui distribuaient l'eau jusqu'au réservoir. Enfoui profondément sous le bâtiment des machines, le tunnel d'1 kilomètre de long faisait partie du réseau d'origine. Je vais jeter un coup d'œil au tunnel qui alimentait Philadelphie à l'époque. Vous allez avoir besoin de ça, Don. Il fait sombre là-dessous. Assez, oui. C'est par ici que l'eau passait en 1851. La brique de ce sol est d'époque. Mais la présence de cette roche signifie que ce bâtiment existe depuis 1812. Ce sont les fondations d'origine du bâtiment. Il ne date pas d'hier. Le réseau d'adduction d'eau a connu plusieurs transformations. Il a même servi de système d'égout avant d'être définitivement abandonné. Mais la version originale qui date de 1801 est celle qui a été conçue par les francs-maçons. Ce système ingénieux permettait de puiser l'eau du fleuve Schuylkill par un canal creusé sous la roche.
Une station de pompage à vapeur recueillait l'eau, puis l'acheminait à travers un conduit souterrain en briques vers une autre station de pompage. Frédéric Graft a su adapter ce concept ingénieux aux besoins de la ville. Et je suis sur le point de découvrir son œuvre. Voici les arrivées d'eau qui mènent à la pompe qui se trouve de l'autre côté de ce mur. J'aperçois une grille au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux morceau de fonte, je suppose. Il y en a un autre ici. Et de l'autre côté de ce trou, on aperçoit la pompe d'origine. On dirait vraiment du matériel moderne. Ce couloir était immergé. Et l'eau devait arriver par ce conduit. Je vais descendre, jeter un coup d'œil. Ah, je comprends. Il y a de l'eau, environ 60 cm de profondeur. Et ce tunnel se prolonge. C'est un tunnel d'égout qui date de 1920. Cette partie date de 1851 et celle-ci, qui servait aux égouts, de 1920. Bon, il faut que j'aille voir. Je vais mettre des cuissardes et changer de lampe. C'est parti. C'est le bon côté de mon boulot. Je n'ai aucune idée de la profondeur de cette base. Ah, ça va, le fond est stable. Merci. Cette maçonnerie date du 19e siècle. Et ce briquetage aussi. C'était le canal d'amener d'origine, à travers lequel passait l'eau. Ce tunnel a été entièrement réaménagé. On distingue la vanne d'origine. Mais ce béton coulé, lui, date des années 1920, à l'époque où le système a été transformé en égout. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-bas. Ah, ça y est. J'y suis. Cette eau provient d'une nappe captive. Elle ne s'écoule plus à travers le tunnel. La vase a une trentaine de centimètres de profondeur. C'est mou comme de la glaise. Mon pied est littéralement embourbé. Ah. C'était pas prévu. Je suis à plus de 6 mètres sous le niveau de la chaussée, au cœur du réseau d'adduction d'eau qui a permis à la ville d'exister. Ah, c'est moche. Je m'embourbe. Voici l'emplacement de la turbine. Il est gigantesque. Les aubes du dispositif étaient plongées dans l'eau, et la force du courant les faisait tourner. Ce dispositif permettait de pomper 24 millions de litres d'eau par jour, soit 700 fois plus que celui d'origine, conçu par les francs-maçons. Le tunnel s'arrête là. Ils l'ont bouché avec des traverses de chemin de fer. Cet ancien tunnel a été condamné. Mais de l'autre côté, il serpente sur des kilomètres sous les maisons, les commerces et les rues de la Philadelphie moderne. Le réseau a été abandonné pour de bon en 1909. Mais les tunnels subsistent comme un vestige des fondations de l'Amérique. Boston et Philadelphie ne sont pas les seules villes à avoir été bâties par cette communauté secrète, comme en témoignent d'autres indices enfouis sous les rues d'une petite cité de la Nouvelle-Angleterre. Des indices qui révèlent les secrets les plus sombres de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont apporté leur pierre à l'édifice en se battant pour l'indépendance des États-Unis et en façonnant le visage des villes qui ont émergé. Ils ont tissé leur toile depuis l'époque des Templiers jusqu'à la Révolution américaine. Mais à quelques kilomètres de Boston, une autre pièce du puzzle maçonnique a été découverte à l'intérieur d'une maison des plus ordinaires. Une pièce qui pourrait associer les francs-maçons à la voie ferrée souterraine. La guerre d'indépendance n'est pas le seul moment de l'histoire américaine pendant lequel les citoyens ont dû opérer en secret. Au 19e siècle, un vaste réseau d'abolitionnistes a conduit des milliers d'esclaves vers la liberté dans la clandestinité la plus totale. Pour sauver ces gens et préserver le sort de la nation, ces activistes n'avaient qu'un endroit où aller, sous terre. La petite agglomération s'est retrouvée au cœur de ce nouveau combat des Américains pour la liberté. Car le chemin de fer souterrain s'arrêtait ici, avant de poursuivre sa route vers le Canada. Les différents réseaux qui menaient les esclaves vers le nord opéraient déjà dans la clandestinité. Ici, à Concorde, ces opérations devenaient littéralement souterraines. Aujourd'hui encore, les maisons de la ville sont les témoins de ce passé mystérieux.
La plupart des gens ignorent que les francs-maçons ont joué un rôle déterminant, bien que souterrain, dans la lutte contre l'esclavage. Ce fut notamment le cas de Benjamin Franklin, un des abolitionnistes de la première heure. Cette fois, ce sont les travaux de rénovation de cette maison de Concorde qui ont accidentellement mis au jour les vestiges de ce sombre chapitre de l'histoire américaine. Hey John. Hi. John Chateauneuf connaît Concorde comme sa poche. Ce résident de la ville explore le sous-sol de cette petite agglomération depuis des années. En 1922, cette maison a subi des travaux de restauration. Un pan de mur a été abattu pour accéder à une cheminée condamnée. Les ouvriers ont alors découvert une pièce secrète et les recherches ont révélé qu'elle servait au réseau de chemin de fer souterrain. On va jeter un coup d'œil? Aujourd'hui, le bâtiment est une galerie d'art. Et rares sont ceux qui savent que cette cheminée dissimule une pièce qui a abrité des centaines d'esclaves en route vers la liberté. C'est un réduit. La pièce est basse de plafond et ne fait qu'1 mètre sur 2. Elle ne dispose d'aucune fenêtre. Et il y fait froid. Ainsi, les fugitifs passaient la nuit ou plus dans ce réduit, avant de rejoindre la gare suivante le long de la voie ferrée. En général, quelqu'un passait prendre les gens qui se trouvaient là avec une charrette, parfois en pleine nuit, pour les emmener à l'ouest de Fitchburg. De là, ils regagnaient un train qui faisait route au nord, vers le Canada. La découverte de cette pièce dérobée est une chance inouïe. Il semble qu'elle regorge littéralement de secrets bien gardés. Il y a des dessins sur cette poutre. À quoi correspondent-ils? Cette poutre a été découverte pendant les travaux de restauration du 3e étage. On suppose que ces motifs sont liés à l'histoire des francs-maçons dans la ville de Concorde. Ces inscriptions seraient donc l'œuvre des francs-maçons. Mais leur signification demeure mystérieuse. La présence de cette poutre avec ces motifs implique-t-elle que ce sont eux qui ont conçu les issues souterraines? Nous savons que les membres de cette communauté secrète se réunissaient dans cette maison en 1802. Mais les plus sceptiques prétendent que cette poutre, avec ses inscriptions énigmatiques, aurait pu servir à aménager la pièce après le départ des francs-maçons. Une chose est sûre, les francs-maçons des grandes loges noires, en particulier ceux de la loge Prince Hall, étaient très impliqués dans le chemin de fer souterrain. Ces loges auraient constitué des étapes idéales pour les esclaves en route vers la liberté. Clandestines par définition, elles disposaient en outre de caches secrètes et d'une infrastructure fiable, permettant de mener à bien des opérations aussi risquées. Comme ce fut le cas pendant la guerre d'indépendance, les francs-maçons utilisaient une symbolique codifiée pour permettre aux fugitifs d'identifier les lieux sûrs et pour désigner les arrêts clandestins le long de la voie ferrée souterraine. Pour signaler un lieu sûr, on brodait une maison dont la cheminée fumait sur une couverture que l'on étendait sur une corde à linge. Il en était de même lorsqu'un anneau de briques blanches entourait la cheminée. D'autres motifs géométriques, lorsqu'ils étaient cousus sur des couvertures, guidaient les esclaves vers la liberté ou dans des abris, comme la pièce dans laquelle je me trouve. Mais comment ces esclaves accédaient-ils aux lieux sûrs? Certains affirment que ces espaces secrets étaient reliés par un réseau de tunnels souterrains. Cette pièce était accessible par une caverne en sous-sol, Sous nos pieds? située sous nos pieds. L'entrée de cette caverne se trouve derrière la maison. Mais il y a bien mieux. À quelques mètres de ces habitations, il existe un réseau de cavernes qui date du XVIIe siècle. À l'origine, elles avaient été aménagées en cellier pour chaque maison. Mais certains sont convaincus qu'elles ont été reliées à l'époque de l'abolitionnisme pour aider les esclaves à fuir vers la liberté. Ce réseau s'est avéré idéal pour cacher les passagers clandestins du chemin de fer souterrain. Qu'est-ce que c'est que ça? À notre connaissance, c'est l'unique ouverture de ce réseau qui subsiste à ce jour. C'est vraiment exigu. Je vais jeter un coup d'œil. C'est très étroit. Vous êtes sans doute la première personne à y entrer depuis 70 ans.
Depuis cette grotte minuscule, les esclaves rampaient le long d'un tunnel souterrain qui passe sous la maison pour accéder à la pièce dérobée située derrière la cheminée. Y trouvait-il de quoi se nourrir? On l'ignore. Le racisme avait la peau dure, même chez les abolitionnistes. Après quelques heures d'attente, ils revenaient sur leur pas et ressortaient de la grotte. Mais au-delà de toute considération logistique, il y avait un aspect humain que l'on ne pouvait pas ignorer. Cet espace doit faire à peine 1 mètre. Il y a quelque chose de bouleversant dans l'histoire de ces gens. Que l'on conduisait ici, en pleine nuit, effrayés, dans le plus grand silence. Ils restaient cachés dans cette cavité jusqu'à ce qu'on les mène dans une pièce où on les nourrissait, avant de les déplacer à nouveau. Ça peut sembler inhumain, mais c'était ainsi. Incroyable. La voie ferrée souterraine a conduit plus de 50 000 esclaves vers le Canada et la liberté. Plus tard, beaucoup d'entre eux sont retournés chez eux en hommes libres. Dans ce chapitre de l'histoire américaine, les francs-maçons ont joué un rôle méconnu du plus grand nombre. Aujourd'hui, ils poursuivent leur œuvre silencieuse, comme ils l'ont fait depuis des siècles. Il est difficile de savoir dans quelle proportion cette communauté secrète a modifié le monde dans lequel nous vivons. Les habitants de Boston, de Philadelphie ou de Concorde, de toutes ces agglomérations que les francs-maçons ont contribué à bâtir, ignorent qu'il existe une multitude d'indices. Des indices qui se cachent à la surface et jusque sous leurs pieds. Oui, c'est l'endroit idéal pour voir l'ensemble du site. Pendant la majeure partie du 19e siècle, Fairmount Waterworks était la station de pompage la plus importante de Philadelphie. Frederick Graft, l'apprenti de la Trobe, a conçu le réseau de Fairmount Waterworks en 1805, améliorant celui de la Trobe qui ne pouvait plus assurer les besoins de Philadelphie. Ed m'emmène dans les entrailles du bâtiment grâce auquel, il y a encore une centaine d'années, Philadelphie était alimentée en eau. Un voyage dans le temps, 2 siècles en arrière. Les vestiges de ce réseau, très en avance sur son époque, sont encore présents. Le bâtiment dans lequel nous pénétrons disposait à l'époque de 3 turbines gigantesques. Elles commandaient les pompes qui distribuaient l'eau jusqu'au réservoir. Enfoui profondément sous le bâtiment des machines, le tunnel d'1 kilomètre de long faisait partie du réseau d'origine. Je vais jeter un coup d'œil au tunnel qui alimentait Philadelphie à l'époque. Vous allez avoir besoin de ça, Don. Il fait sombre là-dessous. Assez, oui. C'est par ici que l'eau passait en 1851. La brique de ce sol est d'époque. Mais la présence de cette roche signifie que ce bâtiment existe depuis 1812. Ce sont les fondations d'origine du bâtiment. Il ne date pas d'hier. Le réseau d'adduction d'eau a connu plusieurs transformations. Il a même servi de système d'égout avant d'être définitivement abandonné. Mais la version originale qui date de 1801 est celle qui a été conçue par les francs-maçons. Ce système ingénieux permettait de puiser l'eau du fleuve Schuylkill par un canal creusé sous la roche. Une station de pompage à vapeur recueillait l'eau, puis l'acheminait à travers un conduit souterrain en briques vers une autre station de pompage. Frederick Graft a su adapter ce concept ingénieux aux besoins de la ville, et je suis sur le point de découvrir son œuvre. Voici les arrivées d'eau qui mènent à la pompe qui se trouve de l'autre côté de ce mur. J'aperçois une grille au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux morceau de fonte, je suppose. Il y en a un autre ici. Et de l'autre côté de ce trou, on aperçoit la pompe d'origine. On dirait vraiment du matériel moderne. Ce couloir était immergé. Et l'eau devait arriver par ce conduit. Je vais descendre, jeter un coup d'œil. Ah, je comprends. Il y a de l'eau, environ 60 cm de profondeur. Et ce tunnel se prolonge. C'est un tunnel d'égout qui date de 1900. Je n'ai aucune idée de la profondeur de cette vase.
Ah, ça va, le fond est stable. Merci. Cette maçonnerie date du 19e siècle. Et ce briquetage aussi. C'était le canal d'amener d'origine, à travers lequel passait l'eau. Ce tunnel a été entièrement réaménagé. On distingue la vanne d'origine. Mais ce béton coulé, lui, date des années 1920, à l'époque où le système a été transformé en égout. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-bas. Ah, ça y est. J'y suis. Cette eau provient d'une nappe captive. Elle ne s'écoule plus à travers le tunnel. La vase a une trentaine de centimètres de profondeur. C'est mou comme de la glaise. Mon pied est littéralement embourbé. Ah. C'était pas prévu. Je suis à plus de 6 mètres sous le niveau de la chaussée, au cœur du réseau d'adduction d'eau qui a permis à la ville d'exister. Ah, c'est moche. Je m'embourbe. Voici l'emplacement de la turbine. Il est gigantesque. Les aubes du dispositif étaient plongées dans l'eau et la force du courant les faisait tourner. Ce dispositif permettait de pomper 24 millions de litres d'eau par jour, soit 700 fois plus que celui d'origine, conçu par les francs-maçons. Le tunnel s'arrête là. Ils l'ont bouché avec des traverses de chemin de fer. Cet ancien tunnel a été condamné. Mais de l'autre côté, il serpente sur des kilomètres sous les maisons, les commerces et les rues de la Philadelphie moderne. Le réseau a été abandonné pour de bon en 1909, mais les tunnels subsistent comme un vestige des fondations de l'Amérique. Boston et Philadelphie ne sont pas les seules villes à avoir été bâties par cette communauté secrète, comme en témoignent d'autres indices enfouis sous les rues d'une petite cité de la Nouvelle-Angleterre. Des indices qui révèlent les secrets les plus sombres de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont apporté leur pierre à l'édifice en se battant pour l'indépendance des États-Unis et en façonnant le visage des villes qui ont émergé. Ils ont tissé leur toile depuis l'époque des Templiers jusqu'à la Révolution américaine. Mais à quelques kilomètres de Boston, une autre pièce du puzzle maçonnique a été découverte à l'intérieur d'une maison des plus ordinaires. Une pièce qui pourrait associer les francs-maçons à la voie ferrée souterraine. La guerre d'indépendance n'est pas le seul moment de l'histoire américaine pendant lequel les citoyens ont dû opérer en secret. Au 19e siècle, un vaste réseau d'abolitionnistes a conduit des milliers d'esclaves vers la liberté. Ces anges sont le présent d'un fidèle à l'Église, le capitaine Thomas Grucci. Cet homme exerçait parmi d'autres activités celle de corsaire. Il vivait à quelques pas d'ici et sous sa maison, il y a un de ces tunnels de contrebande. Qui dit corsaire dit naturellement pirate patenté, ce qui signifie que ces anges sont des objets volés. Un butin de pirate dans cette église? On ne peut rien vous cacher. Un pirate a donc emprunté ces couloirs souterrains pour faire transiter son butin à travers les fondations même de cette église. Mais comment connaissait-il l'existence de ces tunnels? Le pasteur Ayers m'a dit qu'un des riverains qui habite en face de l'église a un tunnel de contrebande sous sa maison, qui date de l'époque de la Révolution. Il aurait appartenu au pirate qui a fait don des angelots à l'église. Allons voir ça de plus près. La maison de Sonny Mirabella n'est séparée de l'église que de quelques rues. Les rumeurs au sujet de tunnels ayant servi aux francs-maçons, pirates et autres casseurs de banques vont bon train dans le voisinage. Et la présence d'un passage scellé dans la cave de Sonny ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Sonny! Oui. Don Wildman. Bonjour. Le révérend Ayers m'envoie. Comment allez-vous? C'est gentil de m'accueillir. Sonny va droit au but. Faites attention à la marche, c'est un vieux bâtiment. D'accord. Il me mène directement au sous-sol. C'est la cave? Oui, nous y sommes. Voilà le tunnel. Ah, c'est le mur. C'est la brique d'origine, la même que celle de l'église. Le type qui a fait don des anges à l'église? Le capitaine Grucci. Il a vécu dans cette maison? Oui, sa marchandise venait des quais. C'était un grand contrebandier. Un vrai voleur. Les tunnels du quartier nord sont plus qu'une légende urbaine. D'aucuns prétendent que presque toutes les caves de la vieille ville ont une issue qui mène à ce réseau souterrain. Si de nos jours, ils ne permettent plus d'accéder au sous-sol de Boston, ces passages secrets ont certainement servi durant une bonne moitié du XXe siècle.
11 malfaiteurs ont dévalisé le fourgon qui transportait les caisses blindées du siège d'un constructeur automobile, emportant un butin avoisinant les 2 millions d'euros. Le casse parfait. Les forces de l'ordre ont passé le secteur au peigne fin pour retrouver l'argent. Et notre ami Sonny est même devenu un suspect. C'est une histoire vraie. On a frappé à ma porte comme vous l'avez fait. J'ai ouvert à 2 grands gaillards. Je leur ai dit « Je peux vous aider ?» Ils m'ont répondu « Nous sommes du FBI ». Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient et ils m'ont dit qu'ils voulaient voir le tunnel. « Comment savez-vous que j'ai un tunnel ?»« On sait tout » m'ont-ils répondu. J'aurais précisé qu'il avait été scellé, mais ils voulaient voir. Ils ont vu. Je demandais « Vous savez qui a fait le coup ?»« Non » m'ont-ils dit. Alors j'ai dit « Je croyais que vous saviez tout. » Vous ne faites plus de contrebande alors? Non, j'ai raccroché depuis longtemps. Le FBI finira par arrêter aucune idée de ce que cachaient les environs. Pour la première fois, des caméras ont été autorisées à filmer ce lieu tout récemment découvert, qui constitue une partie importante de l'histoire américaine. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour. Enchanté. Merci d'avoir accepté. Je retrouve Lee Anderson et Andrew Fearon, le tandem d'experts qui a récemment contribué à exhumer un autre monde sous le fort Mifflin. Leur découverte est si récente que je suis l'un des premiers à pouvoir visiter les lieux. Cet endroit est incroyable, N'est-ce pas? On ne voit rien de l'autoroute. Le secret le mieux préservé du pays. Le fort Mifflin a changé le cours de la guerre d'indépendance américaine. La bataille mémorable qui s'est déroulée en ces lieux a permis de tenir la flotte britannique en respect à l'embouchure du fleuve, donnant ainsi le temps au général Washington et à ses troupes de se regrouper à Valley Forge. Mais ce fort porte aussi un secret, et il est enfoui sous terre. Comment avez-vous découvert cet endroit? En fait, le chef de chantier était en train de passer la tondeuse. Et une partie de la terre s'est affaissée et le sol... Ici? Oui, le sol s'est dérobé. Il y a un réseau de tunnels là-dessous? Oui. Grâce à l'intervention anodine d'une tondeuse à gazon, cette portion inconnue du fort Mifflin a été mise au jour après avoir été enfouie pendant plus de 230 ans. La découverte est si récente que personne ne sait encore ce qui s'est passé dans ce sous-sol, ni comment il a pu rester intact et caché si longtemps. En gros, il y a un trou là-dessous qui mène à l'entrée de ce que nous appelons la casemate numéro 11. Vous ne soupçonniez pas son existence? Pas le moins du monde. La casemate numéro 11 se trouve sous le fort Mifflin d'origine. À l'époque où les francs-maçons fomentaient la sédition dans les casernes en surface, ils entreposaient leurs munitions dans cette cage souterraine. Mais ce n'est pas tout. On peut soulever la planche? Oui, si vous me donnez un coup de main. On va le mettre là. Les archéologues ont à peine commencé à déblayer les gravats. Regardez-moi ça! Attention à la marche. Mais s'ils continuent à creuser, la casemate 11 pourrait bien constituer un monde souterrain destiné à approvisionner en munitions les casernes situées en surface. Mais cette cache est plus qu'un simple dépôt. Elle a par la suite été convertie en prison pour les grands criminels américains et pour les prisonniers durant la guerre de sécession. Sur le vôtre? Ouais. C'est parti! Ça s'ouvre carrément. Ouais. C'est formidable. Personne ne peut encore affirmer avec certitude à quoi servait cette pièce. Mais voici une hypothèse. La prison daterait de la conception originale du fort, en 1771. C'était un maître maçon dont le savoir-faire suscitait la convoitise de ses 3 apprentis. Ces derniers complotèrent dans le but d'obliger Hiram à leur confier ses secrets. Les 3 hommes exigèrent qu'il leur livre des informations confidentielles. Chaque fois qu'Hiram refusait de se soumettre, l'un des apprentis lui assénait un coup sur la tête. Le 3e fut fatal. Aujourd'hui, la mort d'Hiram est reconstituée lors du rite initiatique de grand maître. Mais après la mort symbolique, le profane est ressuscité par le pouvoir de la griffe du maître. La griffe est une poignée de main secrète que connaissent tous les francs-maçons contemporains. Les francs-maçons sont liés à la Bible, mais aussi, semble-t-il, aux Templiers. Au Moyen-Âge, à l'époque où cet ordre constitué de puissants croisés chrétiens était persécuté, ses membres ont fui vers l'Angleterre et l'Écosse. Ils auraient alors survécu dans la clandestinité, devenant maçons pour cacher leur véritable identité. Certains affirment que les francs-maçons détiennent toujours le Saint Graal, que les Templiers ont emporté avec eux en Écosse. On
compte aujourd'hui plus de 4 millions de francs-maçons à travers le monde, dont 2 millions aux États-Unis. Une fraternité exclusive qui inspire et déconcerte toujours les profanes. Il existe 3 degrés dans la franc-maçonnerie: apprenti, compagnon et maître. Il en était de même dans la hiérarchie des bâtisseurs de temples. Nous ne faisons que transposer la culture de l'époque à la nôtre. Aujourd'hui, au lieu de bâtir des temples, nous construisons les hommes. Il y a 230 ans, George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock, Paul Revere, des hommes construits par les francs-maçons, étaient les artisans de la Révolution américaine. Philadelphie était la capitale des colonies dissidentes et donc une cible prioritaire pour les Britanniques. Afin de prévenir toute attaque, les chefs de l'époque ont sollicité le concours de 2 célèbres francs-maçons. George Washington a été nommé général de l'armée continentale et Benjamin Franklin chargé d'organiser les défenses de la ville. Ainsi, lorsque les Britanniques ont attaqué, les rebelles étaient prêts. Avant d'être des rebelles, les francs-maçons étaient des bâtisseurs. Et peu de gens savent qu'ils ont contribué à la construction d'un célèbre fort de la guerre d'indépendance, le fort Mifflin. Tout a commencé lorsque Benjamin Franklin s'est vu confier la tâche d'achever la construction d'une forteresse destinée à défendre Philadelphie contre l'offensive ennemie. Aujourd'hui, le site jouxte l'aéroport de la ville. Les archéologues eux-mêmes n'avaient aucune idée de ce que cachaient les environs. Pour la première fois, des caméras ont été autorisées à filmer ce lieu tout récemment découvert, qui constitue une partie importante de l'histoire américaine. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour. Enchanté. Merci d'avoir accepté. Je retrouve Lee Anderson et Andrew Fearon, le tandem d'experts qui a récemment contribué à exhumer un autre monde sous le fort Mifflin. Leur découverte... Ed m'emmène dans les entrailles du bâtiment grâce auquel, il y a encore une centaine d'années, Philadelphie était alimentée en eau. Un voyage dans le temps, 2 siècles en arrière. Les vestiges de ce réseau, très en avance sur son époque, sont encore présents. Le bâtiment dans lequel nous pénétrons disposait à l'époque de 3 turbines gigantesques. Elles commandaient les pompes qui distribuaient l'eau jusqu'au réservoir. Enfoui profondément sous le bâtiment des machines, le tunnel d'1 kilomètre de long faisait partie du réseau d'origine. Je vais jeter un coup d'œil au tunnel qui alimentait Philadelphie à l'époque. Vous allez avoir besoin de ça, Don. Il fait sombre là-dessous. Assez, oui. C'est par ici que l'eau passait en 1851. La brique de ce sol est d'époque. Mais la présence de cette roche signifie que ce bâtiment existe depuis 1812. Ce sont les fondations d'origine du bâtiment. Il ne date pas d'hier. Le réseau d'adduction d'eau a connu plusieurs transformations. Il a même servi de système d'égout avant d'être définitivement abandonné. Mais la version originale qui date de 1801 est celle qui a été conçue par les francs-maçons. Ce système ingénieux permettait de puiser l'eau du fleuve Schuylkill par un canal creusé sous la roche. Une station de pompage à vapeur recueillait l'eau, puis l'acheminait à travers un conduit souterrain en briques vers une autre station de pompage. Frederick Graft a su adapter ce concept ingénieux aux besoins de la ville, et je suis sur le point de découvrir son œuvre. Voici les arrivées d'eau qui mènent à la pompe qui se trouve de l'autre côté de ce mur. J'aperçois une grille au fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux morceau de fonte, je suppose. Il y en a un autre ici. Et de l'autre côté de ce trou, on aperçoit la pompe d'origine. On dirait vraiment du matériel moderne. Ce couloir était immergé. Et l'eau devait arriver par ce conduit. Je vais descendre, jeter un coup d'œil. Ah, je comprends. Il y a de l'eau, environ 60 cm de profondeur. Et ce tunnel se prolonge. C'est un tunnel d'égout qui date de 1920. Cette partie date de 1851 et celle-ci, qui servait aux égouts, de 1920. Bon, il faut que j'aille voir. Je vais mettre des cuissardes et changer de lampe. C'est parti. C'est le bon côté de mon boulot. Je n'ai aucune idée de la profondeur de cette base. Ah, ça va, le fond est stable.
Le clocher de Old North Church était autrefois le point le plus élevé de Boston. Culminant à une 60aine de mètres, le beffroi de l'église était un lieu stratégique. Tous les conspirateurs maçonniques pouvaient dominer la ville. Révérend Ayers. Bonjour, bienvenue à Old North Church. Merci. Le pasteur Stephen Ayers a accepté de m'emmener à l'endroit même où le plan des francs-maçons a été mis à exécution. Suivez-moi jusqu'au carillon. Le 18 avril 1775, vers 10 h du matin, Robert Newman, franc-maçon et gardien de l'église, allume 2 lanternes au sommet du clocher. Le signal indique que les Britanniques se dirigent vers le dépôt de munitions de Concorde. De son côté, Paul Revere est en route pour Lexington, afin de prévenir John Hancock et Samuel Adams. Nous y voilà. Magnifique. C'est donc ici que tout a commencé. La vue est très belle d'ici. Ah oui, c'est superbe. On a une vision à 360 degrés sur Boston. C'était le point le plus élevé à l'époque coloniale. John Hancock et Samuel Adams étaient les meneurs de la rébellion. Ils vivaient dans la clandestinité hors d'atteinte des Britanniques. Ils avaient tissé des liens étroits avec les révolutionnaires, car les 2 hommes étaient eux aussi des francs-maçons. À Boston, l'indépendance américaine a été orchestrée pendant les tenues maçonniques et dans les arrière-salles des tavernes. Les francs-maçons ont utilisé le beffroi pour servir la cause de la Révolution. Mais cette église a aussi une histoire souterraine à livrer, comme me le confie le révérend Ayers. Maintenant que nous avons vu le clocher, je vous emmène voir la tombe. Sous cette église se cache un monde macabre, dont peu de gens soupçonnent l'existence. Comme l'indique l'écriteau, attention à la tête. C'est plein de tuyaux ici. D'accord. Nous sommes dans la crypte. Nous sommes dans la crypte. Plus de 1100 corps ont été entassés dans une 40aine de tombes, toutes classes sociales confondues. Certains défunts ont été tués à la bataille de Bunker Hill pendant la guerre d'indépendance. Patriotes, sujets du roi et francs-maçons étaient tous inhumés côte à côte. Bien que la crypte soit assez vaste, l'abondance des corps rendait l'atmosphère irrespirable. Les conditions d'hygiène laissaient à désirer. Dehors, vous verrez que des 2 côtés de l'église, la base des murs est parcourue d'évents. Ils ont été installés pour aérer le sous-sol. Imaginez l'odeur des corps en décomposition par une chaude journée d'été. Au fil des francs-maçons étaient les artisans de la Révolution américaine. Philadelphie était la capitale des colonies dissidentes et donc une cible prioritaire pour les Britanniques. Afin de prévenir toute attaque, les chefs de l'époque ont sollicité le concours de 2 célèbres francs-maçons. George Washington a été nommé général de l'armée continentale et Benjamin Franklin chargé d'organiser les défenses de la ville. Ainsi, lorsque les Britanniques ont attaqué, les rebelles étaient prêts. Avant d'être des rebelles, les francs-maçons étaient des bâtisseurs. Et peu de gens savent qu'ils ont contribué à la construction d'un célèbre fort de la guerre d'indépendance, le fort Mifflin. Tout a commencé lorsque Benjamin Franklin s'est vu confier la tâche d'achever la construction d'une forteresse destinée à défendre Philadelphie contre l'offensive ennemie. Aujourd'hui, le site jouxte l'aéroport de la ville. Les archéologues eux-mêmes n'avaient aucune idée de ce que cachaient les environs. Pour la première fois, des caméras ont été autorisées à filmer ce lieu tout récemment découvert, qui constitue une partie importante de l'histoire américaine. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour. Enchanté. Merci d'avoir accepté. Je retrouve Lee Anderson et Andrew Fearon, le tandem d'experts qui a récemment contribué à exhumer un autre monde sous le fort Mifflin. Leur découverte est si récente que je suis l'un des premiers à pouvoir visiter les lieux. Cet endroit est incroyable, N'est-ce pas? On ne voit rien de l'autoroute. Le secret le mieux préservé du pays. Le fort Mifflin a changé le cours de la guerre d'indépendance américaine. La bataille mémorable qui s'est déroulée en ces lieux a permis de tenir la flotte britannique en respect à l'embouchure du fleuve, donnant ainsi le temps au général Washington et à ses troupes de se regrouper à Valley Forge. Mais ce fort porte aussi un secret, et il est enfoui sous terre.
Comment avez-vous découvert cet endroit? En fait, le chef de chantier était en train de passer la tondeuse. Et une partie de la terre s'est affaissée et le sol... Ici? Oui, le sol s'est dérobé. Il y a un réseau de tunnels là-dessous? Oui. Grâce à l'intervention anodine d'une tondeuse à gazon, cette portion inconnue du fort Mifflin a été mise au jour après avoir été enfouie pendant plus de 230 ans. La découverte est si récente que personne ne sait encore ce qui s'est passé dans ce sous-sol, ni comment il a pu rester intact et caché si longtemps. En gros, il y a un trou là-dessous qui mène à l'entrée de ce que nous appelons la casemate numéro 11. Vous ne soupçonniez pas son existence? Pas le moins du monde. La casemate numéro 11 se trouve sous le fort Mifflin d'origine. À l'époque où les francs-maçons fomentaient la sédition dans les casernes en surface, ils entreposaient leurs munitions dans cette cage souterraine. Mais ce n'est pas tout. On peut soulever la planche? Oui, si vous me donnez un coup de main. On va le mettre là. Howe servit d'exemple. Au terme de 3 semaines de captivité dans les sous-sols du fort Mifflin, il fut pendu dans la cour de la prison. Il est le seul prisonnier de fort Mifflin à avoir été exécuté pendant la guerre de sécession. L'ironie, c'est que les geôles souterraines du fort ont été découvertes 142 ans jour pour jour après la pendaison de William Howe. Nous savons que William Howe a gravé son nom ici. Un autre graffiti intact. W.H. Howe. C'est le nom du prisonnier qui a été pendu dans la cour de la prison. Oui. Ça fait quelque chose, hein? Par un incroyable concours de circonstances, Andrew et Lee sont tombés sur les fondations du fort des francs-maçons, enfouis sous terre. C'est un petit indice sur les premiers pas de cette communauté secrète. Une communauté qui, au propre comme au figuré, a contribué à bâtir la nation américaine. Pour qu'un groupe de rebelles puisse défier l'armée britannique, il faut des hommes et des moyens financiers. Les francs-maçons disposaient des deux. L'argent permit à Benjamin Franklin d'achever les défenses de Fort Mifflin. Aujourd'hui, le site n'est qu'à quelques pas de l'aéroport de Philadelphie. Mais il y a plus de 2 siècles, cette forteresse était un bastion de la guerre d'indépendance américaine. C'est incroyable. J'ai eu le privilège d'être l'un des premiers visiteurs de la plus récente découverte effectuée sous le fort. Mais ces sous-sols cachent d'autres secrets. C'est ici même que 400 patriotes volontaires ont tenu tête aux troupes britanniques durant plus de 5 semaines. Mais comment y sont-ils parvenus? Comment ces patriotes ont-ils survécu si longtemps aux tirs de barrage de l'artillerie ennemie? La réponse est enfouie sous terre. C'est la plus grande des 6 salles. Nous sommes 3 mètres sous terre. Je n'en reviens pas. Ces travaux datent du XVIIIe siècle. Fin 18e, oui. Elle servait de caserne pour 120 hommes en cas de siège. Ces casernes ont été bâties pour durer. Mais ce sont les Britanniques qui en ont posé la première pierre. Lorsqu'ils ont entrepris la construction du fort destiné à protéger leur plus grande ville coloniale, ils n'imaginaient pas que quelques années plus tard, le fort Mifflin serait entre des mains ennemies, ou francs-maçonnes. Tout s'est joué en 1776, aux Américaines. Mais à quelques kilomètres de Boston, une autre pièce du puzzle maçonnique a été découverte à l'intérieur d'une maison des plus ordinaires. Une pièce qui pourrait associer les francs-maçons à la voie ferrée souterraine. La guerre d'indépendance n'est pas le seul moment de l'histoire américaine pendant lequel les citoyens ont dû opérer en secret. Au 19e siècle, un vaste réseau d'abolitionnistes a conduit des milliers d'esclaves vers la liberté dans la clandestinité la plus totale. Pour sauver ces gens et préserver le sort de la nation, ces activistes n'avaient qu'un endroit où aller, sous terre. La petite agglomération s'est retrouvée au cœur de ce nouveau combat des Américains pour la liberté. Car le chemin de fer souterrain s'arrêtait ici, avant de poursuivre sa route vers le Canada. Les différents réseaux qui menaient les esclaves vers le nord opéraient déjà dans la clandestinité. Ici, à Concorde, ces opérations devenaient littéralement souterraines.
Aujourd'hui encore, les maisons de la ville sont les témoins de ce passé mystérieux. La plupart des gens ignorent que les francs-maçons ont joué un rôle déterminant, bien que souterrain, dans la lutte contre l'esclavage. Ce fut notamment le cas de Benjamin Franklin, un des abolitionnistes de la première heure. Cette fois, ce sont les travaux de rénovation de cette maison de Concorde qui ont accidentellement mis au jour les vestiges de ce sombre chapitre de l'histoire américaine. Hey, John. Hi. John Chateauneuf connaît Concorde comme sa poche. Ce résident de la ville explore le sous-sol de cette petite agglomération depuis des années. En 1922, cette maison a subi des travaux de restauration. Un pan de mur a été abattu pour accéder à une cheminée condamnée. Les ouvriers ont alors découvert une pièce secrète et les recherches ont révélé qu'elle servait au réseau de chemin de fer souterrain. On va jeter un coup d'œil? Aujourd'hui, le bâtiment est une galerie d'art. Et rares sont ceux qui savent que cette cheminée dissimule une pièce qui a abrité des centaines d'esclaves en route vers la liberté. C'est un réduit. La pièce est basse de plafond et ne fait qu'1 mètre sur 2. Elle ne dispose d'aucune fenêtre. Et il y fait froid. Ainsi, les fugitifs passaient la nuit ou plus dans ce réduit, avant de rejoindre la gare suivante le long de la voie ferrée. En général, quelqu'un passait prendre les gens qui se trouvaient là avec une charrette, parfois en pleine nuit, pour les emmener à l'ouest de Fitchburg. De là, ils regagnaient un train qui faisait route au nord, vers le Canada. La découverte de cette pièce dérobée est une chance inouïe. Il semble qu'elle regorge littéralement de secrets bien gardés.